Bienvenue à tous à nouveau dans cette salle, cet espace Colette Besson du CREPS Île-de-France. Bienvenue à tous les internautes qui nous ont rejoints pour cette deuxième conférence. Je voudrais maintenant appeler sur la scène et à ce pupitre Madame Julie Nublafort, qui est l'adjointe notamment au sport de la ville de Lyon. Julie, c'est à vous. Merci beaucoup Didier. Alors bonjour à toutes et tous. Je suis ravie, je suis vraiment très heureuse d'être ici parmi vous pour ces états généraux Sport Planète. L'initiative est vraiment une initiative que la ville de Lyon aurait pu aussi porter. Effectivement, ça me rend un peu jalouse, mais tant mieux que ce soit Châtenay-Malabry et le CREPS qui nous reçoit. Merci aussi à eux. Alors, peut-être pour vous dire d'où je parle, donc, je suis Julie Nublafort, je suis adjointe à la ville de Lyon sur la thématique sport, grands événements sportifs, vie associative, éducation populaire, récemment élue depuis 2020. Moi, je ne suis pas une politique, je viens plutôt de la société civile, comme on dit. Et mon parcours très rapide, je vais essayer de faire bien plus court que Didier tout à l'heure en 20 secondes. Mon parcours, c'est, je viens en fait du sport, de l'outdoor, du sport, du ski de fond et du trail, du sport nature, voilà, originaire du Jura. Et en fait, en 2008, je m'en souviens vraiment bien, j'ai à la fois lu une BD qui m'a saisie, qui parlait justement du GIEC, dont on a eu tout à l'heure un échantillon, du GIEC, c'était Saison brune de Philippe Squarsoni. Et en même temps, j'étais donc dans la nature, je faisais des compétitions de ski de fond, et je voyais se dégrader les montagnes, les glaciers, à vue d'œil. Et ça m'a profondément choquée. Et je me suis dit, mais en fait, la neige, ce que j'aime, ce que j'aimerais transmettre aussi à mes enfants, à mes amis, va disparaître. Et donc, de fil en aiguille, voilà, je me suis vraiment intéressée à l'écologie et à la justice sociale, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et en 2016, j'ai cofondé avec une amie triathlète, Émilie Le Fur, les éco-athlètes, justement pour réfléchir autour de chartes de l'environnement, mais pas seulement aussi, sur l'égalité femmes-hommes. Après, j'ai quitté cette association et je suis allée rejoindre la Maison de l'écologie à Lyon, où en fait, c'était un lieu où on accueillait la parole des différents collectifs écologistes, radicales, paroles plus consensuelles, mais en tous les cas, toutes les voix qui pouvaient faire qu'on puisse évoluer toutes et tout ensemble vers plus d'éco-responsabilité. Et donc cet engagement associatif m'a conduit finalement à me dire mais si on fait des choses en association, là, on va avoir des élections municipales. Et donc j'ai été un petit peu happée par les différentes assemblées publiques qui se passaient à Lyon. Et donc je suis arrivée à la municipalité de Lyon en charge des sports. Voilà un petit peu pour vous dire d'où je parle. Et dès que j'ai été élue en 2020, je me suis tout de suite effectivement posé la question de comment on peut faire évoluer les subventions qu'une collectivité peut allouer à des clubs amateurs sportifs. Comment en fait faire en sorte que la ville de Lyon mette de l'argent dans des projets éco-responsables, mais pas seulement, puisqu'on a développé 3 axes sur notre mandat. C'est bien sûr l'éco-responsabilité, l'égalité femmes-hommes et aussi bien sûr l'inclusion, le volet aussi social. Donc je ferai plutôt un zoom aujourd'hui sur effectivement l'éco-responsabilité et vous montrer en fait de façon assez concrète comment une collectivité peut faire en sorte d'améliorer en fait l'attribution des subventions pour qu'elle profite à un sport vertueux et sobre. Alors, la genèse de la démarche, elle est venue du fait que finalement, on se pose beaucoup de questions quand on est adjoint. On se demande un petit peu comment être juste, équitable quand on attribue des subventions. Alors, juste pour rappel, à Lyon, on a en fait 4 façons de pouvoir attribuer des subventions à des clubs sportifs. Celle qui est en blanc sur la slide, c'est celle que je vous présenterai aujourd'hui. C'est vraiment des subventions de fonctionnement, celles qui sont plutôt pérennes. Chaque année, les clubs reçoivent des subventions.
en fonction de différents critères, on y reviendra. Mais on a également des subventions sur les événements de proximité, et puis aussi sur les équipements, et puis des appels à projets, et aussi un soutien individuel aux sportifs de haut niveau. Évidemment, tous les champs de subventions sont concernés par la démarche que je vais vous présenter. Je ferai juste aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire le focus sur le reste, mais je vais vous présenter uniquement les subventions de fonctionnement. Alors, je vous l'ai dit, c'était une façon d'objectiver en fait nos critères de subvention, de se dire comment on arrive à faire la subvention la plus juste et celle qui serait la plus vertueuse pour notre planète. Donc, on a fait la commande d'un outil. On s'est dit, mais il pourrait peut-être bien exister un outil qui puisse nous dire en fait avec précision, si on rentre nos critères, quelle serait l'attribution, la subvention la plus juste. Alors, on a travaillé avec, bien sûr, la direction des sports. On n'a pas été tout seul sur cette grande aventure. On s'est aussi, bien sûr, inspiré d'autres villes. 8 villes, en fait. On a fait un benchmark. On est allé les voir, on est allé les rencontrer pour prendre un petit peu et s'inspirer de ce qu'elles avaient déjà mis en place. Ça a concerné aussi les adjoints d'arrondissement qui travaillent avec moi au plus près de ces subventions. Et puis, on a effectivement eu un travail qui a duré à peu près 8 mois pour bâtir cet outil. Alors cet outil, il repose sur des critères. Alors évidemment, il y a des critères, il y a des invariants. Quand on a en charge le sport amateur, on s'intéresse bien sûr au nombre d'adhérents par structure, au nombre de dirigeants qui sont salariés ou pas, au nombre de bénévoles, à l'âge aussi des publics touchés par ces clubs. Donc tout un panel, on va dire, de critères qui sont des invariants que chaque commune peut avoir puisqu'on a ces chiffres, ces remontées quand une association demande une subvention. Mais on s'est dit, ces critères, ils sont intéressants. On peut aussi effectivement les faire un petit peu évoluer. Mais les critères plus politiques, les critères plus de fond, les critères qui concernent l'éco-responsabilité, l'égalité femmes-hommes, la féminisation, la mixité, et enfin l'inclusion, tout le volet aussi sur le sport handicap, le sport santé, et puis le volet social des publics les plus précaires. Ça, c'est des critères politiques. Comment on arrive un petit peu à les faire entrer et peser dans nos jugements, nos appréciations des subventions. Donc cet outil s'est intéressé à coefficienter ces invariants, donc on va dire les critères plus classiques, et à coefficienter également les critères plus politiques qui allaient au final, avec des pondérations, faire donner une subvention la plus juste au regard de ces critères. Donc vous voyez, on a essayé vraiment de valoriser ce qu'on appelle, ce terme est un peu, maintenant il revient beaucoup dans notre vocabulaire, mais c'est vraiment la démarche dégâts sociaux, éco-conditionnalité ou responsabilité, c'est-à-dire voilà, on octroie une subvention à un club en fonction de ces critères-là, et finalement c'est aussi, le club a une responsabilité de les faire vivre et de les faire évoluer. Alors, voilà ce que ça a un petit peu donné. Là, vous voyez du coup sur cette slide les critères qu'on a retravaillés, même dans les invariants, on a rajouté des éléments. Ça nous semblait important de savoir le nombre, par exemple, de plus de 55 ans qui faisaient aussi du sport dans les clubs. Donc, tout un tas de critères de données, on va dire, plutôt quantitatives, et puis, évidemment, adossés à nos critères beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus politiques. Alors là, je vous ai mis un dossier de subventions tel qu'il est rempli par les clubs. Donc, on les a aussi adaptés. On a adapté notre plateforme pour qu'il puisse y avoir un déclaratif. Donc là, ça paraît un peu très fouillé, mais vous voyez que dans le haut du tableau, vous voyez qu'il y a plusieurs champs. Et là, c'est les clubs qui remplissent. Donc, ils se positionnent sur ce qu'ils font en matière d'égalité femmes-hommes, d'inclusion et bien sûr d'éco-responsabilité, avec des items un peu différents pour les aider à se positionner, à déclarer si sur les questions de mobilité, d'éco-supportérisme, sur les questions d'alimentation, sur les questions de déchets, comment en fait ils se positionnent. Et donc chaque club a pu répondre et ça a été analysé par nos équipes de la direction des sports pour pouvoir attribuer en fait une espèce de note. Donc là voilà, c'est un peu le travail de l'algorithme qui recense tous ces critères et qui peut effectivement nous donner précisément une subvention qui correspond aux critères et aux coefficients entrés pour pouvoir évaluer cette subvention.
Alors, bien sûr, ça résout certains problèmes, mais c'est aussi quelque chose qui est un petit peu fragile, notamment sur, évidemment, le déclaratif, puisque tout ce que les clubs nous disent, eh bien, on n'a pas non plus les moyens de vérifier. Mais après, on est quand même dans une relation de confiance. Enfin, si on n'arrive pas à bâtir cette relation de confiance, je pense qu'on n'arrivera pas à les embarquer. Donc, ça peut être un peu, on va dire, un biais de cet outil, c'est que c'est du déclaratif. Le biais de cet outil, c'est qu'il peut aussi avoir des petites différences, par exemple, sur certains sports. Il peut ne pas prendre en compte qu'un sport comme l'escrime ou l'aviron, il y a des équipements qui sont très coûteux. Donc, il faut aussi avoir le regard humain. C'est pour ça qu'en mettant en place cet outil, on ne s'est jamais dit qu'il allait décider tout seul. En fait, il nous donne, c'est un peu une boussole. On regarde ce que l'outil sort comme subvention et puis on a le regard d'adjoint de sport de territoire, de terrain. On a le regard, effectivement, qui peut éviter ces biais pour avoir une lecture très fine de chaque subvention. Alors, cette méthode, finalement, elle nous a permis de s'adresser à 500 clubs. On a vraiment ouvert nos subventions à beaucoup plus de clubs. On a fait des présentations de ce nouveau dossier par le biais des OMS ou des OSL, chez nous c'est les offices du sport, qui ont pu présenter de façon pédagogique comment en fait les clubs allaient pouvoir nous accompagner sur cette démarche. On a créé, ça c'était très important, un référentiel avec nos grands champs politiques et puis des exemples plus concrets pour leur montrer qu'en fait en éco-responsabilité, si eux-mêmes se posaient la question de savoir vraiment s'ils pouvaient agir là-dessus, il y avait des petits exemples plutôt concrets. Vous voyez par exemple l'éco-responsabilité dans le référentiel, il y a une petite définition, ça dit qu'est-ce que c'est, mais ça dit également un exemple, par exemple le tri des déchets, fait des efforts sur l'alimentation, la relocalisation, les circuits courts, etc. On a eu donc 156 demandes de subventions. On a pu ouvrir cette attribution de subventions à 30 nouveaux clubs qui ont été analysés par l'outil et qui répondaient effectivement à ces critères. Alors là, je vous ai juste mis un peu un zoom sur ce que ça nous a appris. Parce que finalement, on a aussi beaucoup appris. On a eu une analyse des données récoltées de ces 150 clubs. Et qu'est-ce qu'on a appris ? Sur le volet éco-responsabilité, c'est le champ en fait, qui est le moins investi par les clubs lyonnais, par les clubs de sport amateurs. Les autres champs, que ce soit l'inclusion, sport santé, handicap, volet social, comment accompagner les publics les plus précaires à faire du sport, ou l'égalité femmes-hommes, ce sont des champs qui sont très investis. Les clubs, même dans leurs déclaratifs, ont plein d'actions, mettent beaucoup de projets en route pour ces champs-là. En revanche, l'éco-responsabilité, c'est vraiment le champ qui a été le moins travaillé. Et vous voyez, on a pu, entre guillemets, noter les clubs. Mais ça reste entre nous. On ne leur attribue pas de notes. Ça, c'est vraiment pour pouvoir évaluer un petit peu comment ils s'inscrivent dans les champs. Et là, vous voyez que sur l'éco-responsabilité, seul 1% des clubs sondés avaient une note maximale. Vous pouvez voir que 34% en fait, n'avaient pas du tout parlé d'éco-responsabilité. Donc on a un vrai travail très important à faire sur ce champ-là. Ce n'est pas par manque d'ambition ou par manque, on va dire, parfois même de moyens. C'est par manque aussi d'information, manque de sensibilisation. C'est pour ça que, alors là je vous passe peut-être les slides sur les autres champs, mais vous voyez que c'est complètement différent, c'est tout à fait inversé en fait sur les autres champs. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est les accompagner progressivement pour qu'ils prennent davantage conscience de ce champ-là, sans les punir. C'était pas l'idée, c'était pas de dire au bout d'un an, vous n'avez rien fait en matière d'éco-responsabilité, donc votre subvention va baisser. Au contraire, on a plutôt fait des bonus. L'idée, c'était vraiment de les embarquer. C'était de leur dire, vous travaillez un champ, vous êtes nouveau sur le champ éco-responsable et vous avez mis en place des circuits courts sur l'approvisionnement de, votre événement en clubhouse à la fin d'un tournoi de tennis, par exemple. C'est très bien, vous allez avoir une subvention rehaussée. Donc l'idée, c'est d'abord, dans un premier temps, vraiment de leur dire, ça va être du bonus. Il faut aussi les emmener, les embarquer. Et puis, on s'est également dit que ce qui était important, c'était d'avoir des formations. Donc on a décidé, à l'issue de ce travail qui leur avait été communiqué,
de faire des conférences à la mairie de Lyon sur nos 3 thématiques. Et c'est là que justement on a eu Match for Green qui est venu sensibiliser nos clubs sportifs. À chaque fois on avait 200 clubs, 200 personnes en tous les cas dans la salle, donc ça a très très bien marché. Mais les clubs nous ont dit, et c'est là aussi on co-construit avec eux, ils nous ont dit en fait c'est super, vos conférences elles sont bien, elles généralisent beaucoup de choses, mais comment concrètement en fait on arrive à faire des choses. Et donc là on s'est dit on va engager avec eux des formations. Donc on a demandé à des associations référentes sur le sujet, Match for Green a été là, Trail Runner Foundation également, pour pouvoir accompagner de façon très qualitative. Donc on a eu plusieurs formations avec à chaque fois 15 participants. Les thématiques étaient en fait remontées du terrain, remontées des clubs amateurs, donc vous pouvez les voir sur cette slide-là. Alors elles ne concernent pas uniquement l'éco-responsabilité puisqu'on est toujours dans un travail quand même global sur nos champs politiques. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup quand même d'interrogations sur les déchets, l'alimentation. Donc c'est ce qu'on a pu mettre en œuvre avec eux et ça continue en ce moment. Je crois qu'il y en a encore pendant le mois d'octobre et de novembre. Donc ça, on ne va pas arrêter. Tant qu'il y aura de la demande sur comment les clubs ont besoin de se former, on continuera à le faire avec eux. Et puis, pour mettre à l'honneur aussi tout ça, on a instauré, pour la première édition, c'était le 12 septembre dernier, une soirée qui s'appelle La Reprise, dans laquelle en fait on met à l'honneur, alors on n'offre pas de coupe, de médaille, on donne rien, on est plutôt en 0 déchet, mais en fait l'idée c'est de mettre à l'honneur par des petits films les initiatives de clubs en matière d'éco-responsabilité, en matière d'égalité femmes-hommes, en matière d'inclusion. Elles sont mises à l'honneur et elles partagent en fait avec tous les clubs qui viennent les voir ces bonnes actions et ces, on va dire, démarches vertueuses en fonction de leur sport et de leur thématique. Donc là, on a eu 9 remises, on va dire, célébrations de clubs sportifs qui s'engagent sur des thématiques. Et donc, c'était très intéressant parce qu'après, il y a des échanges. Et là, on se rend compte, comme je suis aussi adjointe à l'éducation populaire, j'en profite aussi pour convier l'éducation populaire qui fait de la pratique, de l'activité physique aussi, et qui, en matière d'éco-responsabilité, aussi travaille les questions. Donc, c'est très bien aussi de mélanger. Je crois qu'on parlait tout à l'heure un peu d'une massification. Je pense que c'est important aussi d'ouvrir les espaces avec d'autres acteurs qui peuvent justement alimenter ces réflexions. Donc ça sera instauré. En fait, chaque année, on aura une mise à l'honneur d'initiatives qui sont remarquables sur ces champs politiques. Alors, projection 2023, on continue en fait. Là, bientôt, on va se réunir pour voir, avec les adjoints d'arrondissement notamment, pour voir comment on continue de mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut aussi améliorer dans cette démarche d'attribution de subventions? Est-ce qu'il y a des thématiques qu'il faut qu'on retravaille, etc. Donc, on est toujours quand même en train de se questionner, mais on voit qu'on a réussi à embarquer les clubs, et ça, je crois que c'est très important. Donc pour terminer, je dirais que des temps qu'on partage là en ce moment, c'est très important parce qu'on a besoin de faire aussi des arrêts pour pouvoir travailler sur le fond. Et là, je remercie encore vraiment la Maïf pour ce qu'elle porte et pour cette initiative des États généraux de Sport Planète, parce que je crois que plus on est nombreux à partager sur ces thématiques-là, plus on fait des choses à notre échelle et plus finalement on va embarquer le plus de monde possible. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on fasse toutes et tous ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Julie. La parole maintenant est à l'assistance pour des questions et aussi sur Internet. On a sans doute des questions qui ont émergé au cours de votre présentation. Qui veut prendre la parole en premier pour poser une question sur cette thématique extrêmement concrète de mise en œuvre sur le terrain d'une collectivité territoriale d'engagement éco-responsable? Alors, le temps que les micros circulent, il y a une question sur Internet. Est-ce qu'il sera possible d'avoir les supports? Oui, avec plaisir. Merci. Et juste, j'ajoute aussi que ce que je vous ai présenté là, ça a été un peu une expérimentation de la direction des sports de la ville de Lyon. Mais en fait, l'idée, c'est qu'elle soit transposable sur les autres délégations, culture. On peut imaginer école, etc. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à embarquer aussi dans d'autres champs que le sport. Une question dans l'assistance, oui. Pensez, s'il vous plaît, à vous présenter et donner votre entité, le cas échéant, pour que nous sachions à quelle catégorie d'acteurs vous appartenez. Merci
Bonjour, Pierre-Louis Manouvrier, la Fédération française de cyclisme. Merci pour cette présentation. Je voulais savoir si vous aviez associé cette réflexion et ces outils avec d'autres collectivités, si c'était quelque chose qui était transposable et que vous souhaitiez diffuser auprès d'autres collectivités. Et là, vous êtes concentré sur les subventions de fonctionnement, mais qu'en est-il sur les événements ponctuels, des événements locaux ou alors régionaux, même nationaux que vous accueillez sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des critères aussi que vous souhaitiez appliquer auprès d'autres organisateurs qui ne sont pas forcément lyonnais? Oui, alors pour la réponse à votre première question, on s'est inspiré de ce qui existe aussi par ailleurs dans plusieurs villes. Il y a 8 villes en fait qu'on a pu prendre un peu comme exemple, mais avec plaisir d'échanger si vous avez des demandes vous en tant que fédération aussi, bien sûr. En fait, l'idée c'est vraiment de communiquer davantage le plus possible sur cette thématique, sur les pratiques, les bonnes pratiques, en tous les cas, les expérimentations qui sont faites, puisque vous voyez qu'on est toujours, chaque année, on retravaille pour pouvoir cadrer au mieux aux évolutions aussi de la société. Mais bien sûr, complètement d'accord pour le partager à toutes les villes. Voilà. Et puis pour votre deuxième question, oui, tout à l'heure je vous ai montré en fait les grandes subventions de la ville de Lyon. Et par exemple sur les événements, que ce soit des événements de proximité ou des grands événements qu'on peut recevoir, on s'attache, alors surtout sur les événements, on va dire, faits par nos clubs, on s'attache en fait à avoir le même système, un petit peu simplifié, mais en fait j'ai exactement la même chose sur les événements. J'ai une fiche outil qui est, alors elle n'est pas forcément algorithmique, c'est vraiment une fiche où en fait on a un champ déclaratif et on a en fait en fonction de couleur comment le club ou l'événement en tous les cas s'inscrit en matière d'éco-responsabilité. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut attribuer une subvention ou qu'on peut carrément le dire en tant que collectivité, dire à un événement, en fait là il va falloir changer des choses, voilà, c'est important. Et j'ai l'exemple, tout récemment à Lyon on a une très grande course qui s'appelle la Saint-Élion, avec notre copine autre ville Saint-Étienne. Et en fait sur cet événement c'est Extrasport qui est un prestataire en fait privé. À Lyon on a ASO, Amaury Sport, ASO Organisation, et donc vous connaissez tous, le Tour de France notamment et beaucoup d'autres événements, qui fait la Running Lyon, et puis on a Extrasport. Et en fait, Extrasport a vraiment, on va dire, pris les devants avec notre arrivée dans l'exécutif. Et là, je suis très très heureuse, ça rejoint ce que tu disais Didier tout à l'heure sur les Cotterelles. Ça y est, il y a quasiment plus de t-shirts. Alors ils ont gardé quelques t-shirts pour ceux qui font la longue, l'aller-retour Saint-Élion, Saint-Élion. Et donc du coup sinon il n'y a plus de t-shirts sur cet événement, donc ça c'est hyper intéressant aussi. Et puis il y a je crois qu'ils ont mis en place des médailles en bois. Bon, il y a encore des choses à améliorer, mais en tous les cas ça va vraiment dans le bon sens sur ce type d'événement. Et j'espère que ça va effectivement infuser aussi auprès d'ASO. Avec ASO c'est un petit peu plus difficile, en fait ils disent clairement qu'ils n'arrivent pas en fait à convaincre les participants de ne pas avoir un t-shirt finisher comme si c'était quelque chose vraiment de sacré. Alors on peut le comprendre. Moi-même quand j'ai participé à certaines courses il y a longtemps, j'étais hyper contente d'avoir un t-shirt de finisheuse, etc. Mais après ça s'accumule quand même dans le placard. C'est des t-shirts qui sont souvent de mauvaise qualité, ça fait le tour de la planète pour arriver et pour du coup je crois qu'il y a une petite culpabilité aussi du coureur, du participant à l'événement qui se dit mais en fait j'ai un t-shirt, à quoi ça va me servir, à quoi, enfin vraiment est-ce que c'est intéressant. Donc on a encore un travail à faire là-dessus, mais on pèse davantage de plus en plus sur ces questions. Donc j'ai bon espoir qu'avec ASO, on puisse proposer l'année prochaine une Running Lyon sans t-shirt ou avec des t-shirts qui peuvent être achetés, si on le veut, au juste prix aussi d'un produit de qualité, quoi. Voilà, je crois que je ne sais pas si j'ai répondu. Ouais. Merci. Une autre question, oui? Un certain nombre de mains se lèvent dans l'assistance. Très bien. Allez-y. Oui, bonjour, Xavier Diquet. Moi, je suis consultant en impact dans le sport. Je collabore notamment avec mes amis de Wistir ici. Ma question, ça continue un peu dans cette idée de partage. Sur les critères éco-responsables et les autres, d'ailleurs, vous évaluez donc tous vos clubs. Est-ce que vous avez prévu de communiquer, de faire un peu un rapport sur la progression de l'écosystème sportif lyonnais? Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'est
Est-ce que vous avez prévu, vous dites pour l'instant, il y a plus des mesures d'accompagnement, d'aide justement pour encourager tout le monde à y aller, mais est-ce que vous avez prévu à un moment donné de faire de l'éco-conditionnalité des subventions une fois qu'il y aura cette culture qui sera suffisamment installée? Oui, alors on essaye effectivement de faire ce bilan chaque année. On le communique au club, effectivement, et puis c'est diffusé aussi quand on a nos conférences ou alors par le biais des formations en introduction. Souvent, là, les prochaines formations, ça commence par le bilan où on en est, etc. Et sur la deuxième thématique, ça y est, j'ai oublié ce que c'était. Oui, alors oui, tout à fait. Donc là, vous avez compris qu'on a commencé donc en 2020, 8 mois de travail quand même pour aboutir à un outil, pas mal de communication en direction des clubs. On les a pas prévenus du jour au lendemain. Ça a pris donc une bonne année à des allers-retours sur ce qu'on allait faire maintenant. Et l'idée, c'est d'arriver à vraiment une éco-conditionnalité des subventions, parce qu'on estime que eux, ils ont une éco-responsabilité. Donc maintenant, au vu du travail qui a été enclenché avec eux, de leur partie prenante aussi quand même, de ce travail-là, je pense que ça nourrit une nouvelle façon d'envisager les subventions. Qui est, j'allais dire, beaucoup plus vertueuse et au moins qui est transparente. On parlait de transparence aussi en début de matinée. C'est hyper important de savoir pour les clubs sur quels critères, en fait, ils vont pouvoir se reposer pour éventuellement prétendre à une subvention. C'est des critères précis qui sont communiqués. On ne communique pas forcément les pondérations, parce qu'après on rentre dans des calculs un petit peu compliqués, mais au moins ils savent quels sont leurs atouts et puis leurs faiblesses. Une autre question? Oui. Une question d'Amadou. Au-delà de l'indexation des subventions sur les critères mentionnés, est-ce que la ville de Lyon prévoit la formation des dirigeants, techniciens des associations sportives sur ces thématiques? Alors ça a déjà commencé. Quand j'ai parlé tout à l'heure de formation, c'est souvent les dirigeants et les techniciens qui sont conviés, mais il peut y avoir aussi des bénévoles, puisque finalement, c'est parfois important aussi, je trouve, d'avoir les bénévoles ou les membres des CA qui peuvent peser aussi sur les présidences, parce que parfois, il y a aussi des freins, des blocages. Donc, il faut lever aussi tous ces freins. Donc, je crois que ces formations, pour répondre à la question qui m'est posée, elles sont destinées à tout, on va dire, les rouages, toute la chaîne en fait du club amateur, de la petite association. Et effectivement qu'on a une attention privilégiée sur les représentants et les dirigeants, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là, en fait. Donc nous, tout le monde est bienvenu sur nos formations, et en général, on arrive à avoir à la fois des bénévoles, des dirigeants et des cadres un peu techniques des associations. Mais ça, il faut absolument qu'on intensifie ce travail-là, et là, on a donc courant novembre, il y a encore d'autres formations, mais tant qu'il y aura cette demande, et qu'on verra qu'on n'arrive pas à avoir de la part des clubs des actions concrètes, une clarté du propos, je pense que c'est vraiment nécessaire. Très bien. Autre question? Oui. Oui, bonjour, Clément Chapelle, éco-aventurier et fondateur de l'association Plogaton. Je voulais rebondir sur la collaboration avec ASO. Et justement, ASO, c'est typiquement le diable en personne dans le domaine du sport. Et est-ce qu'il n'appartient pas à la responsabilité des collectivités dans ces moments-là de mettre une pression et de dire non, ça suffit, puisque ces arguments, on n'arrive pas à convaincre les coureurs. ASO peut très bien décider et justement valoriser le pourquoi il n'y a pas de t-shirt et plein d'autres choses. En tout cas, moi je pense aujourd'hui que les collectivités engagées devraient soit dire clairement non, ASO, vous dégagez de notre territoire, votre vision du sport business ne nous intéresse pas, à moins que l'on cherche vraiment à faire évoluer les choses positivement. Voilà. Ouais, moi je trouve que ce travail, en tous les cas, avec ces grandes structures de l'événementiel sportif, sont très importantes. Depuis 2020, donc il y a eu quand même le Covid, donc on a eu une édition en moins, mais en à peine 2 ans, on a quand même vraiment porté ces sujets, et je suis
pas la seule auprès d'ASO, puisque ASO fonctionne, quand ils viennent dans une ville, ils se reposent aussi sur les clubs d'athlètes de la ville qui peut les aider dans l'organisation de l'événement. Et il se trouve que ces clubs portent les mêmes messages que nous. Donc collectivité plus club, ça fait des pressions positives. On est un peu un lobby positif pour pouvoir continuer à travailler avec ASO. Mais je pense qu'il ne faut pas rompre le dialogue. Et bon, peut-être qu'il y a un moment effectivement où on peut se dire là on n'est pas entendu. Et donc là, c'est pas possible. Mais essayons vraiment de les faire évoluer, parce qu'ils sont tellement massifiés que c'est un enjeu très important. On l'a dit, le sport, c'est un levier hyper important. C'est pas le sport pour le sport, c'est le sport pour plein d'autres choses. Et je pense que du coup, on peut pas se passer d'un dialogue, mais qui peut être un dialogue un peu musclé, et de réussir, ça c'est quand même la prouesse, c'est de réussir à les embarquer aussi sur nos thématiques. On fera peut-être pas tout de suite, mais qui est vraiment une prise de conscience. Voilà, je pense que ça c'est important, et qui voient aussi qu'autour d'eux, d'autres collectifs et on va dire événementiels sportifs prestataires changent. Ça peut également nous donner à nous, collectivités, aussi des billes en disant tu vois, ça, telle association, etc., ils réclament, etc. Voilà, et surtout que ce qu'on a fait avec ASO, là, c'est qu'on a travaillé un cahier des charges avec les associations d'athlétisme qui fournissent les bénévoles le jour de la Running Lyon et qui sont un peu les coordinateurs aussi avec ASO. Et donc un cahier des charges avec plein de solutions pour échapper et pour arrêter les t-shirts ou d'autres goodies complètement nocifs. Donc les choses quand même peuvent bouger. C'est une question peut-être effectivement pour nous, on se dit ça va pas assez vite, et je suis d'accord, mais essayer d'embarquer aussi ces gros mastodontes, ça peut être important. Une autre question? Je vois plusieurs mains se lever devant, derrière. Oui. Luc pour l'association des Staps d'Amiens. Du coup, j'aurais voulu savoir si la mise en place de ce projet-là sur la communauté a été quelque chose de long et complexe, ou si ça a été plutôt simple. Et j'aurais voulu savoir si, du coup, là, il y a un système de valorisation qui est mis en place pour les clubs, mais est-ce qu'il y a un système également de répercussions négatives pour ceux qui ne jouent pas le jeu aussi, ou en tout cas qui est à mettre en place après? Alors, effectivement, donc, la démarche, elle a pris 8 mois pour pouvoir faire cette création en fait, de référentiels, création d'outils. Et puis, l'année qui a suivi, ça a été essayer d'embarquer les clubs, les sensibiliser en leur disant, voilà, pour les subventions 2021, vous allez avoir, pour ceux qui s'engagent sur l'éco-responsabilité, vous allez avoir un bonus. Donc on a eu des bonus entre 500 et 2500 euros en plus de leur fonctionnement, de leur subvention. Et on n'a pas opéré de malus. On leur a dit clairement, on leur a dit, on veut vous embarquer avec nous, on n'est pas là pour punir de votre incapacité à réagir, parce qu'en fait on se rend bien compte que au vu de ce que vous nous répondez, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre et vous ne savez pas quoi mettre en place, donc et on va vous aider à le faire pour que vous puissiez vous intégrer effectivement dans cette démarche-là. Donc là on envisage clairement de conditionner nos subventions à ces critères-là, et donc d'opérer effectivement on va dire retrancher des subventions à ceux qui joueraient pas le jeu. Et ce qu'on a décidé aussi de faire, donc ça c'est certainement ce qui va se passer là, les prochaines campagnes de subventions, et on n'accepte plus non plus de prendre des subventions qui ne remplissent pas déjà ces critères-là. C'est-à-dire que dans les nouveaux dossiers qu'on a, on veut des associations qui sont déjà opérationnelles sur ces volets. Voilà. Et puis, je ne sais pas si j'ai répondu... Ah oui, en fait, je crois que ce qui est aussi important, c'est de les valoriser, c'est de les mettre à l'honneur, parce qu'en fait, elles ont besoin aussi de communiquer. C'est hyper important quand un club il fait quelque chose de bien, faut le dire, en fait. Donc, ça, c'est lors de cette fameuse soirée de reprise du monde sportif, où on a le sport amateur, mais le sport pro qui est présent aussi. L'éducation populaire, c'est un moment, en fait, où ils sont hyper mis en valeur, et du coup, on fait vraiment un zoom sur leur pratique, et ça diffuse en fait, ça parle, et d'autres clubs de foot qui disent tiens il fait ça, on va s'en inspirer, comment t'as fait, etc. Enfin,
Pour le coup, c'est un bel échange et je crois que cette reconnaissance, elle est hyper importante aussi pour le monde amateur parce qu'il ne faut pas oublier, à Lyon, et comme dans d'autres collectivités, les associations sportives, elles sont très hétérogènes. On en a qui sont quasiment bénévoles, d'autres avec d'autres statuts plus importants, des salariés, etc. Mais du coup, vraiment reconnaître les compétences, l'engagement de ces associations, ça fait partie de la réponse à notre problème. Une autre question ? Oui. Allez-y. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Bonjour, Jules Collin de Budcup. On travaille dans l'économie circulaire, notamment à la mutualisation de matériel et de moyens. Et justement, ma question tend un peu vers ça. Vous avez beaucoup parlé d'aides en numéraire. Qu'en est-il justement sur des aides en nature qui peuvent beaucoup aider tous les petits événements, les petits clubs sportifs qui représentent quand même une grande partie du tissu sportif. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez à la ville de Lyon et de quelle manière Oui, effectivement, en fait, quand on travaille avec un club sur un événement, donc on a déjà ce regard et cette petite fiche récapitulative des critères qu'ils mettent en place sur l'éco-responsabilité. Et on a, alors on ne valorise pas assez, mais comme beaucoup de villes, on met à disposition via en fait une direction de la ville de Lyon tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire l'événement. Après, ce qu'on n'a pas, eh bien, on les met en lien, et souvent maintenant ils commencent à connaître, avec Trail Runner Foundation, par exemple, parce qu'ils ont des kits complètement éco-responsables pour faire un événement. Donc ça, on met aussi en lien avec d'autres associations, comme Aremax aussi sur les déchets, pour qu'en fait leur événement il soit construit de A à Z le mieux possible sur ces valeurs d'éco-responsabilité. Donc c'est vraiment de l'aide en nature, mais c'est aussi de l'aide en compétences, en fait. Ouais. Une autre question ? Oui ? Merci. Bonjour, Françoise Barthélémy, directrice adjointe de l'UNSS, le sport scolaire du second degré. Merci pour cette présentation. J'avais une petite question, alors très très pratique. Le fait de réunir l'ensemble des clubs, un peu comme fait Sport Planète avec les fédérations, je trouve ça fort intéressant parce qu'on échange et que beaucoup d'idées émergent. Mais moi j'ai une question très pratique. Avec les scolaires, on a fait un petit état des lieux et quand on met en place alors le zéro déchet, le bien boire, les gourdes, la systématisation de ces gourdes pour ne plus avoir de bouteilles en plastique, on se trouve face à un problème qu'on retrouve quasiment partout. Comment remplir une gourde sur une installation sportive ? Alors est-ce que vous, en dehors bien évidemment ou en parallèle de ces formations, est-ce qu'il y a une boîte à idées avec un petit cahier des charges où on hiérarchise des choses qui sont urgentes, à mon sens, mais qui en même temps sont un peu une révolution, à savoir adapter les robinets, parce que quand on met une gourde et puis que la moitié part et qu'on ne peut pas la remplir, c'est un problème. Si l'eau est tiède, parce qu'il faut vendre des canettes, c'est aussi un problème. Et pour finir, bien évidemment, peut-être équiper de fontaines à eau certaines installations. C'est un coût, j'en conviens, mais c'est vraiment un cas très pratique et je pense que les jeunes qui sont ici présents comprennent le sens de ma question. Merci. Oui, merci pour cette question. Et non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'être dans le pratique, dans le concret. Alors effectivement, on met en place à Lyon, c'est assez récent, et c'est notre club pro féminin de basket, l'Asvel féminin, qui a engagé cette démarche, parce qu'en fait, effectivement, elles ont des gourdes, elles se sont inscrites dans une démarche éco-responsable, et elles nous disaient que pendant les matchs ou même les entraînements, c'était compliqué d'aller faire des allers-retours, même c'était pas vraiment homologable, ou en tous les cas, il y avait des critiques, des arbitres sur certaines rencontres du fait d'aller dans les vestiaires, etc. Eh ben, on a tiré un câble, on a mis une fontaine sur le plus près du terrain et en fait on se rend compte que ça pourrait être une solution pour plein d'autres équipements. Alors évidemment dans le plan de charge des travaux de la ville ça va prendre du temps, mais ça c'est une réponse concrète. On écoute le besoin du club, on se dit bah tiens il y a un truc à faire et effectivement c'est beaucoup mieux. On demande, voilà les gourdes c'est super, mais comment on rend pratique aussi eh bien cet objet pour qu'il soit le plus sobre possible. Et en fait, on fait la même chose aussi dans les piscines où on arrête le marché avec vous savez, les distributeurs un peu de malbouffe quand même, même si à la piscine on a besoin d'avoir parfois un peu de calories en barre pour pouvoir repartir. Donc en fait, on a mis des fontaines aussi
Et puis on travaille à vendre, ou avoir des produits en tous les cas plus éco-responsables ou des fruits en fait sur nos piscines. Mais ça prend du temps. C'est des initiatives qui sont en train d'être travaillées, donc c'est aussi de l'expérimentation, je pense. Mais c'est hyper intéressant de partir des besoins aussi des clubs pour voir si on ne trouve pas une réponse sobre pour eux. Une dernière question? Oui, désolé, le micro est... Sophia Mezoani, du coup, représentante de l'ANESTAPS, donc l'Association nationale des étudiants en STAPS. La dernière enquête de sport à l'université menée par l'ANESTAPS et l'ONAPS ont révélé que 58% des étudiants ne pratiquaient pas d'activité physique et sportive à l'extérieur des cours. Et du coup, je voulais savoir si vous souhaitez du coup accompagner des associations étudiantes, d'autant plus qu'à Lyon, il y a un STAPS, c'est une association. Est-ce que vous avez déjà mené une première réflexion pour accompagner les étudiants sur la pratique d'activités sportives et aussi l'accompagnement pour mener des événements éco-responsables? Oui, alors c'est un point hyper important aussi. Alors à Lyon, dans ma délégation, j'ai pas trop l'occasion de rencontrer les étudiants parce que souvent en fait c'est le sport aussi universitaire, donc c'est pas forcément, moi je suis pas directement en lien avec eux et elles. En revanche, j'ai une collègue qui a la vie étudiante dans sa délégation et on travaille aussi sur le bien-être et la santé des étudiants, dont le sport peut être effectivement une réponse. Mais ça, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'ai encore vraiment dont j'ai pris possession. Je trouve aussi effectivement, j'ai un besoin en tous les cas de m'associer aussi avec des universités, parce que y a des masters EgalApps par exemple, il y a des choses hyper intéressantes. Donc ils sont venus sur les conférences, mais effectivement, je pense que ça peut être vraiment amélioré. C'est le lien de l'adjointe au sport avec le sport universitaire et les étudiants, effectivement. Julie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.